Bonsoir, merci d'être là pour cette rencontre qui nous réjouit au plus haut point. Je remercie ceux qui ont bouleversé leur agenda pour venir ce soir. Je remercie celles et ceux qui se sont laissés tenter par le voyage littéraire qu'on vous propose ce soir et la découverte. Depuis 5 ans, et en préparant cette rencontre, je me suis rendu compte que ce sont 5 années qui paraissent quand même bien plus nombreuses, tant l'impact de ton écriture et de ton imaginaire m'a marqué, nous a marqué, celles et ceux qui l'ont lu. Depuis 2021, tu construis une œuvre de texte en texte qui vient, selon moi, peupler un territoire imaginaire, frontalier entre l'ordinaire, dans lequel on pourrait se trouver ce soir, par exemple, et l'extraordinaire. C'est souvent l'extraordinaire de la violence, qui, par cette frontière qui est très poreuse, vient percuter l'ordinaire et le réel. Tu viens éclairer, et quand je dis éclairer, c'est au sens où tu montres ces endroits où l'ordinaire et l'extraordinaire se rencontrent, et tu les éclaires au sens où tu essayes aussi d'y apporter de la lumière, même si parfois c'est compliqué. Cette tentative se ressent dans le projet d'écriture. C'est ce qui rend leur lecture acceptable et belle. Donc, de texte en texte, tu les peuples de personnages qui, au bout du compte, au bout de ces 5 années, forment un petit peuple étrange, très cohérent, des enfants tant pis, comme tu les appelles, qui sont devenus pour certains des adultes puisqu'ils sont là. Je crois que c'est comme ça que tu les appelles. Depuis 2021 et le démon de la colline aux loups, je pense que celles et ceux qui l'ont lu s'en souviennent, où l'on suit le destin de Duke, un personnage qui reste longtemps. 2021 puis 2022, ces 2 textes qui sont des textes qui ont pour matériaux cette fois-ci la réalité, des choses que tu as entendues, digérées et mis en fiction depuis ta position de chroniqueur judiciaire. Donc Ritournelle, formidable texte, et Faribole, 2 textes qui sont issus d'un texte qui était paru, qui est maintenant épuisé, qui s'appelle Au tribunal à la manufacture du livre. Puis en 2023, Le chien des étoiles, où l'on suivait l'errance de Gio, Papillon et Dolores, sublime également. Et en ce début d'année, ce texte qui va nous occuper ce soir, Mouette. Avant de te laisser la parole, Dimitri, je voulais quand même signaler, certaines et certains l'ont lu peut-être, et comprendront ce que je vais dire. C'est une expérience assez particulière, comme chaque roman de Dimitri Rochambeau, mais cette expérience-là, je ne vais pas pouvoir la dévoiler totalement, si tu es d'accord avec ça. Mais libre à toi, c'est ton roman et ta rencontre. Si tu veux tout dévoiler, tu peux. Mais c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans un boyau, dans le dénuement total et la solitude, et presque sans mémoire. Le roman va se passer dans ce boyau, et je tairai la nature exacte de ce boyau, qui sera à découvrir, je pense, totalement par la lecture. Donc peut-être des questions que je te poserai
t'amèneront à dévoiler un petit peu, mais si tu es d'accord, on peut aussi laisser l'expérience de lecture un peu, euh, pas intacte, mais... Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu veux lire le début du roman? Ouais, je peux faire ça. Je vais raconter bien pire qu'une chute, une étreinte avec l'oubli. Je vais parler de ma peau de terre grasse, de l'impossible amour et du souffle court. Je vais dire un cauchemar devenu monde, la vie, ma vie. Ça a commencé d'un seul coup, quand je me suis réveillé dans une veine de roche sous terre, déposée là, je ne sais comment. C'est ce qui m'est arrivé et qui n'est le sort de personne en vrai. J'y suis né après une grande bouffée, j'ai ouvert les yeux, enfin je crois, car la seule chose que je voyais c'était l'obscurité, épaisse et stable. J'ai refermé les yeux, je les ai rouverts en grand, puis j'ai recommencé, des frissons dans l'échine. J'avais beau secouer le rideau des paupières, ça n'invitait pas à de lumière dans cette nuit. Tout était si calme, pourtant si dense de sérénité autour. En vérité, le boyau m'accueillait dans l'ombre de son parfait silence, seul, avec mes yeux clignotants. Tout le reste, il me l'avait déjà volé. Ça va ? Ça va très bien. Merci. Euh, un état extrême, un dénuement extrême, est-ce que est-ce que tu arrives à te souvenir d'une première image à la genèse de ce texte-là? Qu'est-ce qui t'apparaît en premier quand tu n'as encore rien écrit? Déjà, c'est vrai que c'est un texte qui est infernal parce que, en fait, au début, quand le livre est paru, on se dit bon, on va devoir en parler et ça me fait souvent ça pour les romans. J'ai pas envie de. Ça m'agaçait quand il y avait des articles qui révélaient trop de choses, mais en même temps, il faut bien révéler un peu, sinon on parle de rien. Et celui-là, ça a été très dur. D'ailleurs, j'ai eu un peu moins de presse que pour d'autres, peut-être Ouais. aussi pour ça, parce que déjà il est un peu particulier ce texte, mais aussi on peut vraiment rien en dire en fait. Enfin, Ouais, c'est un, ouais, c'est décevant pour vous, mais parce que c'est un texte qui effectivement tient en une forme de révélation sur la fin du texte, et ça explique tellement le texte que si on sait, en fait on gâche l'expérience du texte. Et moi, l'expérience du texte, elle commence vraiment par presque une mise en situation. En fait, j'étais en train d'écrire Le Chien des Étoiles, et je me suis réveillé en pleine nuit avec forme d'injonction à moi tout seul, en me disant, il faut vraiment que j'écrive ce livre, cette histoire de quelqu'un qui se réveille sous terre, et il ne sait pas ce qu'il fait là. Et, et alors, ça nous est tous arrivé d'avoir des bonnes idées la nuit, puis quand on se réveille le matin, souvent c'est vraiment naze. Ou alors on les oublie, on se dit je suis sûr que c'était une idée de génie et on s'en veut de l'avoir oublié. Mais là, moi, le matin, j'étais vraiment. À l'époque, j'avais interrompu l'écriture du Chien des Étoiles pour écrire Mouette. Et donc j'ai fait comme à chaque fois que j'écris, c'est-à-dire j'ai écrit les premiers mots du texte, et ça y est, j'étais sous terre, moi. Donc voilà. Et donc, à chaque fois que j'écris, je pense qu'il y a ce geste un peu de saut dans l'inconnu. ouais. Et donc, la première image, c'est juste celle-là. Moi, je suis dans le noir total. Puisque comme je ne sais pas ce que je vais écrire et que mon personnage ne sait pas ce qu'il fait là non plus, lui ne peut pas m'éclairer et moi je ne peux pas l'éclairer non plus parce que j'ai rien prévu pour lui. Et donc, je suis avec mon personnage dans l'obscurité totale, sous terre, et les premiers mots, c'est ça. Et donc, l'expérience pour moi d'écriture, c'est réellement ce que vit mon personnage. Ok, donc ton expérience, ton geste d'écriture épouse le destin de Exactement. ton personnage. Ouais. Tu es dans le noir, Ouais. parce que ce personnage qui n'a pas de nom au début est dans le noir. Il essaye de mettre la main sur son téléphone, parce qu'il met tout le temps le téléphone au même endroit. Et puis en fait, il peut pas bouger les bras. Il essaye de se lever, il se cogne. En plus, c'est un boyau, c'est pas la spéléo sympa, quoi. C'est vraiment le boyau qui est à la taille de son corps. Et au début, en plus, il ne voit rien. Au
final, cet état extrême, comment tu arrives à l'écrire au début du roman où il n'y a rien? C'est le... En fait, depuis le début, mais ça je le comprends un peu maintenant, aussi un peu au gré des rencontres, c'est qu'à partir du moment où moi, je me projette dans une expérience aussi extrême que celle-là, qui n'est pas juste un exercice de style, c'est-à-dire que je pars pas en me disant oh, allez, je vais faire une espèce voilà, en fait, c'est comme quand on est dans tout boyau dans le noir, c'est censé générer la naissance de quelque chose, en fait. Et pour moi, ce qui crée la naissance, c'est l'écriture. Donc la seule manière que j'ai de sauver le personnage qui est enfermé dans le noir sous terre, et donc de me sauver moi, puisque je me suis jeté avec lui dans cette expérience-là, c'est par l'écriture. Donc il faut que... Donc l'écriture, c'est le mouvement. Et donc quand j'écris, je le mets en mouvement, mon personnage, avec moi, et donc c'est là que ça commence vraiment, en fait. Mais il y a un parallèle très fort entre l'expérience d'écriture et le contenu de l'écriture. Mais tu le mets en mouvement, ça c'est le chapitre 6, c'est-à-dire que tu as 5 chapitres où il est immobile. Alors attention, parce que c'est des chapitres de fainéants, c'est-à-dire que c'est des chapitres courts. C'est très court. Je n'aurai pas 70 pages. Non, il y a 20 pages pour arriver au chapitre 6. Ça va, c'est raisonnable. C'est très raisonnable. Mais ça n'empêche qu'au début, il prend connaissance de son environnement, ton personnage. Et c'est du coup une écriture très sensorielle. Je pense que c'est un moment où j'interroge forme de contrat de véracité ou pas. C'est-à-dire que je ne sais pas au départ, comme je ne sais pas trop pourquoi moi je suis en train d'écrire, je ne sais pas exactement ce que je cherche quand j'écris ça. Et donc au départ, je ne suis pas à l'abri d'essayer de me convaincre que je vais écrire un roman de spéléo. Parce que, en fait, quand je commence un texte, je rêve toujours de faire quelque chose que je ne fais jamais. Et donc là, je me dis, peut-être, pourquoi pas, je vais faire vraiment un grand roman de spéléologie avec des aventures souterraines, etc. Et au bout de 2 pages, je me rends compte que non, ça ne va pas être ça. Et que s'installe dans l'écriture une ambiguïté qui est nécessaire pour le texte qui est en train de naître, qui doit justement amener tout du long cette ambiguïté qui va permettre une résolution qui est celle du texte. Mais pour ça, il faut que ce soit suffisamment crédible de manière sensorielle pour qu'on soit vraiment dans une notion d'enfermement, et suffisamment incroyable pour qu'on se rende bien compte que ça va nous amener quelque part qui n'est pas juste une histoire de spéléologie. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais voilà. Oui, c'est ça, c'est ce double mouvement où en effet c'est très sensoriel, c'est très minéral. Donc ça nous incarne dans le même espace. Ouais. Et moi j'ai besoin je pense aussi je me suis rendu compte peut-être un peu au gré des rencontres, et c'est quelque chose qui est devenu précieux pour moi, c'est que il y a souvent une connivence très forte entre l'expérience du lecteur et mon expérience d'écriture. Et les étapes souvent par lesquelles je passe quand j'écris sont souvent ceux que les lecteurs me rapportent au gré de leur lecture. Et j'aime beaucoup cette un peu gémelléité de sensations. Et donc quand on lit le texte, on ressent, je pense, ce côté sensoriel, c'est parce que moi, dans ce moment-là, si je ne me rends pas l'expérience sensorielle, elle va rester une forme d'abstraction intellectuelle, où ça va rester... voilà. Alors que si ça devient sensoriel pour moi, c'est-à-dire que vraiment j'y suis. Ouais. Et ce personnage qui, donc je disais minéral, donc c'est très dur ce qui lui arrive, c'est très douloureux. Et en même temps, tu parlais c'est très organique. L'environnement dans lequel il est, et en effet, c'est l'ambiguïté. On sent que c'est un rapport très organique. Le roman commence par une bouffée, comme un enfant qui naît, et puis quand il passe le premier coup d'un peu difficile, il est comme expulsé d'une matrice. Il y a ça qui est très fort au début du roman. Oui, je pense que c'est un roman dans lequel on peut aller chercher plein d'étapes qui peuvent raconter plein d'expériences de naissance et de mort constamment. Oui, c'est très cyclique. Et donc ce personnage qui, après une naissance, va subir un baptême, va lui être donné un nom.
pas, tu veux expliquer ce qu'est son nom à ce moment-là Oui, il s'appelle Lester. Mais en fait, c'est un jeu de mots un peu pas terrible, c'est parce que il y a quelque chose qui est attaché à sa cheville et comme il se sent lesté, il dit bah, je vais appeler Lester en fait. Mais voilà. Et c'est le fait de nommer, c'est un acte de baptême, mais ça nomme quelqu'un et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans tes textes. Il y a souvent des personnages qui sont renommés ou qui sont directement désignés par un nom qui est inventé. C'est un lien, je pense, qui est important pour moi entre le nom et l'identité, le prénom et l'identité. Et en fait, comme j'interroge beaucoup, je pense la manière dont les phénomènes de violence entament ou entachent notre identité. C'est un peu bateau peut-être ce que je dis, mais c'est vrai que souvent quand on est victime ou auteur de violence, on morcelle son identité. Il y a quelque chose qui se brise d'une unité, d'une harmonie intérieure, etc. Et donc le fait de changer de nom, c'est une manière d'essayer de recréer des espaces d'identité avec un nom différent. Et donc je pense que c'est exactement, puisque ce personnage-là, sans tout dévoiler, mais il est effectivement dans une histoire de violence. Et donc voilà, ce nouveau baptême désigne un nouvel élément de son histoire. Et à ce moment-là, son histoire de violence, on en ignore tout. Oui. On l'approche par bribes. D'abord, il a quelques souvenirs, mais très peu, notamment Lisa. Comment tu saupoudres ce personnage dans l'histoire? En fait, c'est qui est Lisa? Alors Lisa, on comprend que c'est sa femme ou sa compagne. Et il a effectivement des flashs comme ça où elle lui revient, il se demande un peu où elle est. Il ne sait pas trop pourquoi elle n'est plus là et pourquoi il est là lui. Donc en fait, comme il n'a rien à faire dans ce boyau, il rampe en fait. Hein, c'est juste un élément hyper basique de la première possibilité pour quelqu'un qui est enfermé sous terre, c'est d'avancer. Voilà. Comme il le dit, à un moment donné, on a tendance à aller dans le sens de la tête, donc il avance, quoi, il rampe. Et en fait, ce texte, dans l'histoire de l'écriture, en fait, j'ai écrit un premier bloc d'emblée, et quand j'écris, je ne me pose aucune question sur le pourquoi du comment. Donc je laisse les choses qui viennent. Donc quand ce personnage de Lisa apparaît de cette façon-là, je laisse je laisse faire le texte en fait. C'est-à-dire que moi, j'écris pas en me projetant dans un plan ou en essayant de... Au contraire, toute mon écriture est basée sur le fait que je dois reculer le plus possible, moi, en tant que peut-être auteur, pour ne pas... ou plutôt, comment dire, sans faire de jeu de mots, mais rester un écrivain sans devenir un auteur. Puisque j'ai besoin que ce soit le texte qui me guide. Okay. Et donc, il faut que je sois, moi, en disponibilité, et que je sois à l'écoute du texte, et que je ne cherche pas à le contrarier ou à le tordre. Donc, ça suppose que je n'ai pas une posture de maîtrise ou de contrôle du texte, mais au contraire, que je m'efface suffisamment pour écouter ce que le texte est en train de m'envoyer comme signaux et comme message. Et donc, ce qui vient, je le laisse venir sans me poser de questions. Et ce qui a été difficile dans ce texte, c'est que je suis arrivé à un moment de l'écriture où j'avais l'impression qu'il était terminé, mais j'avais l'impression en même temps qu'il n'était pas complètement terminé. Et il m'a fallu beaucoup de temps, c'est-à-dire quelques mois, la sortie du Chien des Étoiles, qui est arrivée après, etc. Et j'ai repris ce texte plusieurs mois après, dans un moment où j'étais capable de comprendre où je voulais qu'il aille, ou en tout cas où il allait, et donc de le terminer. Et quand j'ai terminé ce texte, ça m'a rendu compréhensible pour moi-même toutes ces petites étapes disséminées, et savoir pourquoi j'avais mis en place avant tout ce petit jeu de pistes, etc. Mais il a fallu que je le découvre moi aussi, en fait. Voilà. Et quand Lester... on sent que l'enjeu du souvenir est très très important, que quand il s'approche de quelque chose qui pourrait être un souvenir plus concret, plus précis, parce que sinon c'est vraiment des bribes, il ressent une décharge. Et donc
On sent que sa mémoire est totalement bloquée. Et c'est comme ça qu'il évolue pendant la première partie du texte. Est-ce que dans ton premier jet, justement, dans ton premier bloc, il y avait ce carnet? Est-ce que... Ouais. Parce qu'à un moment donné, il trouve un carnet. Oui. Le carnet, il intervient il intervient quasi tout de suite. Ouais. Il n'intervient pas à la première écriture la plus brutale. Il intervient à la deuxième écriture. Quand je termine le texte, je le relis et le carnet, il est évident à ce moment-là. Et à l'époque, j'envoie ce texte-là à la maison d'édition avec Le Chien des Étoiles. J'envoie les deux textes en même temps. Et en fait, on commence à travailler sur le Chien des Étoiles. Je sais plus pourquoi. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il n'est pas fini. Et donc, on le laisse reposer. D'accord. Donc, page 44, donc Lester découvre dans une anfractuosité un carnet. Il l'ouvre au hasard en pensant que un Robinson précédent lui a laissé des indications. Je me permets de lire le premier passage qu'il lit. Je sais d'avance comment ça va se passer. J'encaisse pas trop mal, mais je sais que cette fois, je file au chaos, sans broncher. Je le lis dans leurs yeux. Je l'entends dans leur silence. Ils pensent que c'est ficelé pour de bon. Dossier clos et cacheté en un rien de temps. Et tout le monde est content. Mais moi, je me suis préparé à ça, et je sais qu'ils vont m'éloigner de la pureté de ce qui s'est passé, de la vérité simple et totale. Je vais devoir tout cacher pour le préserver. Mais ça ne suffira pas. Ils vont tellement me faire bouffer à la cantine de leur loi, de leur morale et je ne sais quoi, que je vais perdre pied. Je vais perdre mes repères, et je sais que bientôt je n'arriverai plus moi-même à embrasser l'histoire dans sa splendeur. Alors je vais écrire tout ça et planquer les mots et les confidences. Et peut-être un jour quelqu'un trouvera ma confession, et si c'est le cas, je lui demande ceci, qu'il me la ramène, qu'il me retrouve et qu'il me file le carnet. Et alors, je me réveillerai. Et je pourrai enfin me regarder dans la glace sans me trouver moche. Ça, c'est... Ce carnet, c'est la première altérité qu'il rencontre. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe dans ce carnet Je pense que c'est difficile d'en parler sans trop... Tu as le droit d'être joker. Hein. Ouais. Là, je pense que c'est difficile d'en parler sans... Ouais. C'est un moment où peut-être dans le texte, on comprend bien que c'est suffisamment anormal, où on se dit mais pourquoi le mec réagit pas, pourquoi non seulement je suis sous terre, mais en plus je tombe sur un carnet, qu'est-ce qui se passe, et donc peut-être que c'est un moment où déjà quand on lit le texte, on se rend bien compte que l'histoire va nous emmener dans que l'histoire c'est pas forcément l'histoire, voilà. En tout cas, c'est une fenêtre vers un monde qui n'est pas le monde dans lequel on est coincé. C'est une fenêtre vers on ne sait pas si c'est le monde. On pense que on soupçonne quand même que ces incursions de ces fenêtres, donc Lisa en est une, le carnet en est une autre. Exactement. C'est une fenêtre vers le monde d'avant. Ouais. Et dans ce carnet, ça dit, c'est un autre vocabulaire que le vocabulaire du boyau, quoi. Exactement. Donc ça crée un premier court-circuit dans la lecture, ouais. En effet, et ça crée cette ambiguïté qui nous quitte pas. Mais en même temps, c'est très cryptique, à vrai dire. Toi, tu sais ce qu'il y a au moment où tu l'écris. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de... Non. Quelle fenêtre tu es en train d'ouvrir? Pas du tout. Non, c'est ça qui est magique. Je trouve que quand on écrit, justement, le texte est plus malin que moi, quoi. Il y a une forme de vérité du texte qui est déjà là. Et je trouve que l'image, je crois que je l'ai déjà employé, mais c'est un truc qui me fascine un peu. C'est comme les sculpteurs, en fait. Quand un sculpteur il sculpte, on a l'impression que la forme préexistait dans la matière et qu'il n'a pas taillé, mais qu'il a révélé quelque chose qui était déjà là. On n'a pas l'impression qu'il y a eu cette brutalité-là. Et moi, j'aime bien que dans le texte, c'est un peu pareil. Et moi, c'est quelque chose qui est lié à mon écriture depuis le démon de la colline aux loups. Vraiment, c'est pas un geste de projection ou d'intention. Et à chaque fois que, en général, quand on
j'ai un peu progressé de texte en texte, et Mouette, déjà la première écriture, j'ai essayé d'éliminer, de traquer tous les endroits où c'était moi et pas le texte. Donc toutes les jolies phrases, les petits effets de style, les trucs un peu sympas comme ça, déjà j'élimine tout pour essayer vraiment de garder l'identité du texte, et puis parce que je sais que mon éditeur, Frédéric Martin, sinon il va regarder tout ça, il va me dire là, tac, et donc ça survivra pas à sa première lecture, donc je prends de l'avance un peu, Ok. parce qu'on essaie de travailler après pour vraiment garder voilà, le texte. Presque le texte, je ne vais pas dire sans moi, mais sans l'affectation que je peux y mettre, parce qu'il y a des moments où j'ai un peu besoin d'exister, et donc je réinterviens dans le texte, et ça y est, je suis sorti du bon canal d'écoute. Ouais. Et j'ai besoin d'être surpris quand j'écris. Et donc j'ai besoin moi-même de ne pas savoir exactement ce qui va se passer dans les 2 pages qui suivent. Parce que sinon j'ai plus envie d'écrire si je sais ce qui va se passer. Okay. Donc quand Lester... Ce qui explique, pardon, ouais, juste, vas-y, ce qui explique pourquoi c'est un texte qui peut être un peu exigeant, parce qu'il y a toute une première partie où effectivement, comme on rampe avec le personnage, on se dit mais pourquoi? Et déjà, c'est pas très agréable parce qu'on est enfermé sous terre avec ce loustic qui a rien de forcément exceptionnellement sympathique. Hein. Enfin, je veux dire, il dégage pas, il peut pas, il est sous terre. Donc, c'est pas un moment où voilà, c'est quelqu'un qui se bagarre avec une forme d'humanité. Il a peur de devenir un lombric. Et en même temps, il voit bien que s'il était un lombric, il aurait beaucoup plus d'outils pour survivre là où il est. Donc il hésite un peu sur le registre d'humanité qu'il doit trouver pour exister dans ce nouveau monde. Alors son premier réflexe d'humanité, c'est de se recréer un petit monde, donc, et de recréer l'altérité en nommant les objets qui sont autour de lui. Et donc sa lampe frontale, elle s'appelle Petit Apollon, sa poche à eau, elle s'appelle Poche à eau. Et il se prend d'affection pour une bouloche qu'il trouve dans sa poche, et qui devient son repère de douceur, et qui pour moi, pendant toute la première partie, c'est le personnage le plus important, parce que si j'ai pas moi-même ce repère de douceur, je suis dans une telle aridité et une telle solitude que c'est extrêmement difficile en fait de tenir ce texte-là. Et donc dans l'écriture, l'idée c'est de voir ce que l'écriture génère pour répondre à la contrainte absolue de la situation. Et donc petit à petit de voir jusqu'où j'ouvre, jusqu'où le texte me permet d'ouvrir sans que moi je vienne triturer le texte pour le rendre plus confortable pour moi. Ouais. Et donc ça crée effectivement une impression à la lecture qui peut être un peu... on se dit, mais comment dire, c'est un peu long, enfin c'est pas que c'est un peu long, mais forcément on est avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait là, et quand on est lecteur, on a besoin de savoir assez vite où on va, etc. Et ce qui fait la difficulté de ce texte, c'était d'accepter cette lenteur, d'accepter cette longueur qui est liée à l'expérience, parce que s'il n'y a pas cette longueur-là, à la fin ne se justifie pas. Mais tu tempères cette longueur qui n'est finalement qu'apparente, parce que par un style qui est très nerveux et très ramassé, et des chapitres qui sont courts. Qui sont courts, ouais. Mais là, tu es en train de dire que bouloche, au début, c'est une bouloche dans la poche. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment une petite bouloche, quoi. Ça. Et Petit Apollon, ouais. Tu sais, toi, tu nommes Petit Apollon. Est-ce que tu sais pourquoi tu nommes ça, ou non. Ça devient... Tu non. sais qu'Apollon, c'est le dieu de la lumière. Ouais, alors ça, j'ai un peu de Voilà. base de culture générale. Mais au-delà de ça, non, ce qui est hyper chouette, alors il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un texte de Nietzsche sur l'invention de la tragédie, et où en fait il parle d'Apollon, et en fait ce qu'il explique d'Apollon sur la différence entre le rêve, l'imaginaire et la tragédie, etc., ça explique complètement cette petite lumière dans le texte. C'est génial. Et en fait, parce que voilà, il y a derrière, dans ce texte, il y a effectivement cette part de qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui est du rêve et qu'est-ce qui est du réel, qu'est-ce qui nous sauve de l'imaginaire, et pourquoi on a besoin de la tragédie aussi pour exprimer un certain nombre de choses et de mettre à distance un certain nombre de choses. Mais en fait, j'aime bien garder l'idée, moi, que les noms dans mes textes doivent venir aussi spontanément
parce que c'est ce que j'ai expliqué parfois, c'est que les personnages, moi, je j'ai jamais l'impression de les créer, en fait, je les rencontre. Ouais. Et donc, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, tu m'as dit Benjamin, tu vois, et donc bah, c'est évident, c'est toi, tu vois. Ouais. Mais et ben moi, il faut que Petit Apollon, c'est Petit Apollon tout de suite. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça veut dire que je me suis trompé dans le texte. D'accord. Parce que Petit Apollon, c'est aussi un nom d'un papillon. Ah oui, Il y c'est a un vrai, ouais. papillon qui s'appelle... Ah oui, et il y a- Papillon dans Le Chien des Étoiles, c'est ça? bah, oui, papillon, puis c'est quand même un animal qui subit une transformation assez Ouais, radicale dans sa vie. Donc c'est juste moi qui ai déliré avec ça. Toi, non, mais c'est toi, très bien, moi ça me va, si ça provoque. Ouais, ouais, non, mais Ouais, non, moi c'est étonnant, ça devient ouais, comme ça. ouais, Ok, ça devient directement chargé. ouais, C'est exactement. bien. Ok. Et donc, à un moment donné, donc tu ne sais pas que Lester, à un moment donné, va se retrouver dans un endroit qui est central dans le boyau, que peut-être tu peux nous décrire. Ouais, en fait, il y a une phase où il est un peu, il est dans ce qu'il appelle dans l'autoroute du boyau, c'est-à-dire que c'est une sorte de ligne droite qui semble jamais terminer, et donc il a vraiment une impression d'enfer à ce moment-là, parce que c'est un décor qui n'est pas changeant, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'horreur absolue, et puis soudain il entend un son, et ce son précipite un peu sa course, enfin en tout cas il rampe un peu plus vite, et il arrive dans une sorte de gouffre, qui est un endroit absolument fantastique. Voilà, c'est un gouffre de toute beauté avec un lac souterrain. Et donc, il a l'impression que voilà, ce qui était terrible pour lui est un peu récompensé parce il est subjugué par la beauté de ce lieu. Ouais. Et évidemment, ça va pas. Ouais, il se prend Voilà. Donc le gouffre. Euh, c'est la toute fin de la première partie. C'est ça. Euh, Il y a un autre passage, mais je peux juste lire juste la toute fin. Le lac en clair-obscur, le souffle frais du boyau, je n'ai plus ni faim, ni froid, ni faim. Je suis ces quelques soupirs, libérés dans un cercle de chandelles vacillantes. Une anecdote, sans doute, pour ce monde que je découvre. Je ferme les yeux pour essayer de faire le point, et j'imagine que c'est là que vous êtes arrivé. Je me souviens du choc sur la tête, puis plus rien. C'est la fin de la première partie, et c'est comme ça qu'il rencontre trois joyeux personnages que je te laisse nous décrire, peut-être en commençant peut-être par César. Ouais. Ils sont trois, donc il y a César qui est une sorte un peu de, comment il s'appelle, de berger du boyau. Alors c'est un ancien il s'appelle César lui parce que il explique il a gardé son nom d'avant. Alors on n'en saura pas beaucoup plus, mais il estime qu'il a une connaissance du boyau qui lui permet un peu d'être le guide dans ses bas-fonds. Et lui, son obsession, c'est de sortir du boyau. Et pour quitter le boyau, il pense qu'il faut le connaître, le comprendre et le maîtriser surtout. Et donc il dresse une cartographie précise un peu euh, du délai souterrain. Il est accompagné d'un type assez flippant qui s'appelle Squeak, voilà, qui a une coupe au bol et des yeux globuleux, et qui grince en proférant des insanités. Et il y a un troisième personnage avec eux qui s'appelle Lazy, qui lui est une sorte de rêveur un peu fantomatique, que les autres estiment trop faible, et donc ils ont décidé de le rebaptiser, ce personnage, et donc pour le rebaptiser, en fait, ils se montrent extrêmement violents avec lui, parce qu'ils estiment qu'il n'est pas capable de survivre dans le boyau. Et surtout, il y a un enjeu, c'est qu'ils veulent lui prendre ses barres énergétiques. Parce que dans le boyau, à manger, il n'y a que des barres énergétiques. Et donc, voilà, il n'y a pas assez de barres pour trop de monde, et donc il y a un moment, il va falloir supprimer des gens, sinon il n'y aura pas assez de barres pour tout le monde. Oui, et il y a ça, et il justifie cet acte, donc il subit les pires humiliations, très clairement, ce lazy. Et César, euh, euh, il forme vraiment un trio, on peut dire un personnage à trois têtes, qui sont totalement indissociables. Et euh, ce que fait César, Squeak limite de manière déformée. Enfin, il y a ce jeu de miroir entre ces trois personnages qui est d'emblée qui d'emblée fait basculer un texte qui était déjà pas dans
dans une forme de sanité d'esprit, vers vraiment la folie, quoi. Parce que ces trois personnages sont hyper... Ils sont hyper inquiétants. sont très très inquiétants. Ce qui est intéressant dans cette étape du texte, c'est l'idée de savoir si effectivement on a affaire à un seul personnage ou à quatre. Et une des clés de lecture est là en fait. Alors si à ce stade vous trouvez que ça a l'air complètement, complètement frappé, C'est que le je début, vous là. en voudrais pas. C'est que le début. Non, c'est très étonnant parce que c'est quelque chose que... je vais parler peut-être un peu plus te demander de parler un peu plus de Squeak, qui pour moi est un personnage qui est le mal absolu. La lumière est absente de ce personnage. Il me fait penser au personnage du blond dans Le démon de la colline aux loups, à tous les personnages de Ritournelle. Et c'est vraiment des personnages qui font irruption dans tes textes par moment et qui sont assez radicaux dans leur dose de violence. Ouais. Qu'est-ce qu'ils prennent quoi en charge, ces personnages-là? Squeak, ça fait des années que j'écris ce texte et il continue à me terrifier. Ouais. Parce que je pense que Squeak, c'est comment dire, l'incarnation brute de la violence qui est en nous. En fait, c'est effectivement le mal en nous, c'est la violence qu'on a tous et qu'on voit parfois poindre. Alors quand on est quelqu'un d'un peu équilibré, d'un peu sain et d'un peu normal, on arrive à dire, voilà, on tempère, mais c'est lié. Ce qu'on peut redire quand même, c'est qu'il y a, surtout sur ces trois textes, c'est des textes qui sont issus de mon expérience de chroniqueur judiciaire et où je pense que j'ai été tellement frappé par ce que c'est que la violence, à la fois pour ceux qui la subissent et pour ceux qui la commettent, que moi j'ai eu, je pense, besoin d'écrire et besoin dans l'écriture d'essayer à la fois de ne jamais faire en sorte que cette violence quitte le registre de l'humanité, et surtout de ne pas comment dire, enfermer cette violence dans une espèce d'altérité exceptionnelle. Il y a des monstres, mais nous, tout va bien. C'était d'essayer de faire en sorte qu'on se rencontre aussi à travers ces personnages-là, dans ce qu'on a à la fois de magnifique et d'infernal. Et de ne pas cacher la réalité de la brutalité de ce que c'est que la violence. Et Squeak, il est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il est absolument terrifiant, c'est que Squeak, dans ce texte, il tient une place secondaire tant qu'il est contrôlé par César. Et ce qui va faire basculer le texte, c'est l'irruption d'un autre personnage qui s'appelle Mouette, qui est une femme et qui est suffisamment libre et têtue pour en avoir absolument rien à faire des lois de César, des noms d'avant. Elle trouve que le boyau c'est du flanc et que ça n'a aucun sens. Et donc elle fait basculer complètement l'histoire de ces personnages et du récit aussi pour moi, parce que j'avais pas du tout anticipé Mouette non plus. Okay. C'est-à-dire que quand tu pars, quand tu fais partir les quatre, les quatre puis trois. Ouais, je sais absolument pas pourquoi qu'ils vont fiche là. Mais et eux non plus. Non. Mais en tout cas, en route, ils perdent Lazy. Oui. D'ailleurs, pourquoi ils perdent Lazy, ça tu le sais? Ouais, parce que Lazy, pour moi, il incarne le rêve et l'imaginaire. Okay. Et en fait, on peut lui faire du mal, mais on peut pas l'épuiser. Ok. Donc il s'échappe. Il s'échappe. Lui, il s'échappe. Il s'en fout, il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Et d'ailleurs, il réapparaît par moments de manière très fantomatique dans le texte. Oui. Et c'est un personnage qui est à la fois très doux, très perdu, mais finalement qui, voilà, ouais. Il n'est pas touché par le reste. Ouais. Il peut faire penser à Gio du Chien des Étoiles. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est un peu déjà il y a un côté qui s'échappe. Exactement. Donc il s'échappe totalement. Ouais. Et donc tu les fais, donc les 4 puis 3 forment une cordée un peu étrange. Et donc tu ne sais pas que, arrivé sur un promontoire, en surplombant le gouffre, il voit une autre lumière. Ouais. Voilà. Et il pense que c'est Lazy qui les a doublés pour aller voler les barres énergétiques. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'est Mouette qui arrive dans le texte. Ok. Et donc Mouette, donc on peut la voir d'un côté lumineux ou d'un côté sombre. Elle est les deux.
mais la part d'ombre qu'elle amène, c'est l'irruption d'une autre violence, qui est une violence sexuelle, très claire, qui est incarnée par les deux personnages que sont César et Squeak, et une part lumineuse pour Lester, très clairement, mais elle devient un enjeu totalement central. Ouais. Mais oui, c'est vraiment... c'est à partir de ce moment du texte que le personnage, qui s'appelle Lester, est obligé de se reconfronter aux motifs de la violence et aux raisons de la violence et à l'expression de la violence qui relève systématiquement d'une envie de domination et de possession. Et donc c'est une altérité qui est, comment dire, pervertie par le besoin de possession et de domination. Et donc lui, il se retrouve spectateur de ça, et comme il est un peu un dominé dans la cohorte, parce qu'il il rentre pas assez vite, et il a un rapport à son environnement qui est considéré comme un peu trop irrationnel par César, et donc on l'a relégué un peu au banc, et donc comme il n'a pas le droit d'imaginer pouvoir convoiter cette femme qui vient d'arriver. Et donc c'est effectivement ce moment où le texte rebascule dans une violence, parce que c'est justement ce moment où la violence s'explique. En fait. Et cette mouette oui, et tu l'as dit, c'est un personnage qui est très libre. Elle arrive à contenir cette violence ou à la maintenir à distance par, sa liberté et un statut qu'elle a d'avoir gardé son nom d'avant, comme César. Ouais. Donc il y a une lutte, un peu une lutte hiérarchique, un équilibre des forces qui pour l'instant se maintient, mais cet équilibre il bascule très très rapidement vers une violence envers Lester. Et là, ça enclenche la troisième partie. La deuxième partie se concentre sur le gouffre et là, on est sur une autre construction dans la deuxième partie qui se passe dans le gouffre avec la rencontre de ces personnages, avec des chapitres qui sont beaucoup plus longs. Ça, ça aussi, tu laisses venir. Ouais. Okay. Et donc, la troisième partie, c'est, on va dire, Mouette et Lester, mais qui à ce moment-là s'appelle Wick. Il a été renommé encore une fois. Parce qu'il était trop faible. S'échappe avec Mouette. Ouais. Et là, c'est un moment où Mouette incarne la douceur, l'amour, une solution en tout cas. Ouais, c'est vraiment l'irruption de la liberté et c'est la possibilité du bonheur avec quelqu'un qui est un guide pour Lester, qui a été rebaptisé, mais elle lui rend le boyau magnifique. Et en fait, elle lui fait découvrir la sensation amoureuse, et donc ça lui donne l'impression que s'il n'y a pas de solution pour sortir du boyau, il peut y avoir finalement dans ce monde un état qui pourrait rester celui-là et qui serait parfait. Mais très rapidement, ils sont obligés effectivement de fuir parce qu'ils sont poursuivis, puisque Mouette est toujours convoitée, et finalement, comme Lester est parti avec elle, Lester, il faut qu'il soit anéanti parce qu'il a fait quelque chose de trop grave en partant avec Mouette. Donc, et en fait, la première version du texte s'arrête à la fin de cette partie-là. Donc, on n'ira pas plus loin que la fin de cette partie-là, mais pour finir avec leur échappée, il y a un endroit dans le gouffre dont on n'a pas parlé et dont on parlera très peu, c'est ce lac, qui est vraiment une zone centrale dans ton texte, et qui et pour Mouette et Lester, ça devient la sortie du boyau passe forcément par là. Ouais, c'est forcément la seule issue. Puisqu'il tourne en rond dans le boyau et que tout ramène toujours au gouffre, le seul espace par lequel on peut fuir, c'est forcément le lac. Et donc, quand ils sont à bout de souffle et acculés, la seule solution, c'est d'aller nager et de traverser le lac, ou en tout cas d'aller le plus loin possible dans ce lac.
Mhm. Et nous n'irons pas plus loin que le lac. Mais ce lac, on peut quand même dire que ce lac est très très euh, qui, qui est un lac que César avait interdit. Pas interdit, mais il avait été assez catégorique en disant que non, ce n'était pas une sortie. Ce n'en est peut-être pas une. Mais en tout cas, c'est la voie que Mouette et Lester choisissent. C'est à ce moment-là qu'ils se dissocient totalement et que Squeak tente de les rattraper. Bon, franchement, c'est un roman, c'est pas rien. C'est une expérience qui est une expérience sensorielle et corporelle. Ça engage vraiment le corps, on le sent que tu l'as écrit comme en étant assez engagé. Et... Ça fait passer, je pense, par... Quand je l'ai relu, après, ça fait passer par... Il y a cette étape un peu de lenteur au début où il y a vraiment cette impression, où, comme nous-mêmes, on a l'impression de ramper un peu. Ça nous use un peu le bide, quoi. Enfin, on a l'impression d'être dans un univers où on est freiné et on voudrait aller plus vite parce qu'on a envie d'aller rapidement vers la solution, vers la sortie. Et en fait, l'effet même de la matière nous freine. Et puis finalement, on est un peu soulagé quand on arrive dans le gouffre. On se dit, ça y est, c'est une sorte de solution. Puis on se rend compte que c'est pas une solution. Quand il y a les trois qui arrivent, on se dit, tiens, peut-être qu'ils vont faire... ça va être super, ils vont faire une sorte de colo sympa. Et en fait, pas du tout. Et puis après, il y a Mouette qui arrive et c'est une espèce de bonheur fou. Moi, ça a été un bonheur fou l'arrivée de Mouette parce que qu'est-ce que je trouvais, enfin, c'était magnifique, quoi, sa façon d'arriver là, de mettre le bazar complet et après, pouf, le lac. Mais moi, je garde, c'est marrant parce que j'ai pas toujours enfin, j'ai des souvenirs très différents de chaque texte et Mouette, euh, ce passage où ils sont poursuivis par Squeak, il me terrifie totalement. Ah ouais, il est terrifiant, ouais. Ouais, mais vraiment, enfin, je veux dire, voilà, je suis encore, et quand je l'ai relu à chaque fois, j'ai de là, faut pas écrire des choses pareilles, enfin, je vois, ça va pas, Dimitri. Ouais, oui, parce que le boyau est fait on se rend compte qu'il est fait d'une matière, je disais organique, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui réagit à l'imaginaire, on va dire, qui est en empathie avec les gens qui l'habitent. Et quand Squeak les poursuit, c'est pas un corps qui les poursuit, c'est une présence qui habite le boyau. Ouais, c'est ça. Et qui finit par affadir la totalité de leur espace. Il n'y a plus aucun refuge possible et c'est pour ça qu'ils sont obligés de tenter le lac parce que même le boyau est devenu un espace inhabitable en fait. Et ça, on le ressent très fortement à la lecture. C'est très angoissant et du coup très réaliste. En même temps, cette ambiguïté, elle est toujours là. Cette irréalité que par petit que tu viens saupoudrer, mais qui est une réalité réelle. On sait qu'on n'est pas dans un roman de spéléologie. Il y a des bugs comme ça même en tant que lecteur. Dans la deuxième partie, on a le chapitre 1 et puis le chapitre 2. Et puis nous, en tant que lecteur, on lit les chapitres, mais ce sont des informations qu'on passe. Et puis à la fin du chapitre 3, on arrive au chapitre 3 bis. Et donc, tu sais pourquoi tu as fait ça ou... Alors c'est vraiment, c'est une coquetterie hyper poétique de Frédéric Martin, l'éditeur. Okay. En fait, moi j'avais nommé les chapitres, mais je suis pas très bon dans les chiffres et souvent je mets 2 fois le chapitre 14. Enfin, je suis pas très rigoureux sur le. Et en fait, quand on a, ce qui se passe avec Frédéric, c'est quand je termine un texte et que j'ai l'impression que le texte pour moi il est déjà là, je lui envoie. Et il fait une première relecture où il corrige des choses. Et généralement, on fait ce qu'on appelle du ponçage, c'est-à-dire qu'on on enlève un mot par-ci, un mot par-là. Et après, il me renvoie le texte. Et moi, je regarde ses corrections. Et généralement, je fais quelque chose qui est
comme on travaille dans une grande confiance, j'essaie maintenant de même plus, vous savez, sur les traitements de texte, on a le mode où on peut voir les modifications, les commentaires. Et là, je prends le texte tel qu'il me l'a envoyé et je le relis en voyant si moi, il y a des choses qui me heurtent. Et si rien ne me heurte, ça veut dire que ces corrections, je peux déjà les entendre intégralement. Et donc, je relis moi le texte et voilà, j'enlève des mots. Moi aussi, il y a des fois, je réécris un paragraphe parce que je me dis là, je suis allé trop vite, etc. Je lui renvoie le texte et on fait ce ping-pong jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le texte a la parfaite tension et qu'on n'a plus envie d'y toucher. Et donc, ça prend souvent 2-3 mois où on s'autorise ce jeu-là. Et c'est vraiment des corrections spectaculaires. Hein. C'est vraiment, voilà, on enlève un mot qui change tout. Voilà, une phrase, des fois. Et là, il y a un moment où il me fait cette proposition dans les chapitres, voilà, le 3 bis. Et j'ai trouvé que c'était tellement génial que. Voilà. Oui, c'est un sursaut. Ouais, ça dit quelque chose dans la forme du texte. Moi, c'est un espace dans lequel j'arrive pas à me situer parce que souvent je suis trop dedans dans les textes. Mais j'aime bien l'idée que la forme du texte, et au Tripod, ils sont très attentifs à ça, même au choix de la typo, l'espacement, etc. C'est souvent, ça raconte aussi un peu l'objet. Oui, c'est une mise en scène. Ouais. Et donc, exactement. Ouais. Donc 3 bis, c'est Frédéric. Je pose la question. Mais et il y a des petites, comme un vinyle qui saute, quoi. C'est ça, ça crée ça crée un sursaut. Et il y a des mots à l'intérieur du texte qui moi, du coup, j'ai la chance de te recevoir, donc je peux te questionner sur yoga. Oui. Ça m'est apparu comme un mot-clé, mais je ne sais pas de quoi. Ben, je ne sais pas non plus. Ok. Mais c'est un mot. Ça appartient à Lester, mais parce qu'il il imagine yoga, ça fait des mots, ça fait yoga, 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 yoga. Et il imagine que le mot finit par trouver la sortie tout seul. Pardon, c'est. C'est un mot qui est tellement beau et totalement incongru dans son univers de survie que ça crée J'ai l'impression toujours que l'écriture trouve le moyen de s'équilibrer de garder suffisamment de tension pour que le texte soit ce qu'il est et en même temps trouve les petits moments de respiration un peu incongrus. Mais il fallait que, et depuis le début, souvent c'est marrant, il y a des gens qui m'ont dit mais vos textes ils sont pas du tout réalistes. Mais tant mieux en fait, c'est pas mon but au contraire, j'ai besoin que ce soit pas réaliste parce que c'est pas mon espace de travail le réel en fait. J'y reviens, comment dire, je pars du réel tout le temps et je pense que j'ai besoin que mes textes y ramènent, mais je raconte pas le réel de façon directe. Et donc j'ai besoin par moment aussi de créer de la déstabilisation, comme dans Le Chien des Étoiles, il y a des moments où il arrive dans une ville et il y a à la fois des voitures et des chevaux et un train et il y a, je ne sais même pas s'il n'y a pas des ordinateurs. Ça n'a aucun sens, quoi. Il y a des dirigeables. Et ben, c'est parce que j'ai besoin de suffisamment aussi moi de garantir que comment dire, que je ne vais pas essayer de me réfugier dans des choses connues. Parce que si je réfugie le texte dans des choses connues, même pour le lecteur, on va quitter l'attention du texte en fait. Ça va apaiser quelque chose, ça va absorber le réel, il absorbe en fait tout ça. Il nous ramène à ce qu'on connaît, on peut aller se réfugier derrière. Quand on est dans le boyau avec Lester, il n'y a absolument aucun repère pour nous. Et effectivement, même le mot yoga, c'est un peu rigolo, mais c'est bizarre. Donc en fait, on reste avec ces petits sons qui sont là en arrière-plan et qui nous indiquent que c'est trop bizarre. Ça fait quand même une histoire, ce texte. On pourrait se dire, tiens, j'ai lu comme une histoire. Est-ce que c'est une histoire incroyable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même suffisamment d'histoire pour que ça crée quelque chose de structurant. Mais c'est quand même trop bizarre pour qu'on n'ait pas envie qu'on ne soit pas nous-mêmes dans un trouble. Et ce trouble, il est nécessaire parce que c'est ce qui, je pense, fait que la résolution génère cet effet après. Qui est un peu... voilà. Ça dénoue toutes les tensions d'un coup, c'est très ostéopathique en fait comme texte, mais voilà, on tend bien le corps et après on appuie sur un endroit et ça fait pouf, voilà, et tout se détend d'un seul coup. Voilà. Enfin moi ça m'a fait ça un peu. Ouais. Je me suis dit ah bah voilà, c'était ça. Voilà. Ouais. Bon, je pourrais pas en dire beaucoup plus, mais je n'ai pas ressenti cette même détente, mais en tout cas vous l'aurez compris, ce texte ne se termine pas après le lac. Est-ce que tu peux
en relisant Le Chien des étoiles, la fin est noue quelque chose avec le démon de la colline aux loups, un lien que tu as choisi de faire. Moi, je trouve qu'il y a des résonances et une cohérence assez importante entre tous tes textes. Et je trouve que le côté matriciel du boyau l'est aussi d'un point de vue littéraire. Je trouve que, je ne sais pas s'il clôt un cycle comme j'ai pu le lire par ailleurs. Pour ma part, j'espère que non, mais en fait, peu importe, tu écriras autre chose. Mais en quoi il est, en quoi il clôt ou pas quelque chose par rapport surtout à tes deux autres romans. Parce que ce sont des romans qui éclairent cette violence, cette douleur-là. Tu te mets à chaque fois à des endroits différents, je trouve. Là, tu reviens à une écriture à la première personne. Tu adoptes un point de vue totalement radical. Qu'est-ce que ça t'a permis par rapport à ces textes-là? Comment tu l'intègres dans ton œuvre, si tu as ce recul-là Mais en fait, j'ai l'impression que le démon de la colline aux loups, c'est... j'ai souvent pris l'image du volcan pour le raconter. En fait, moi, j'ai fait avant la spéléologie, j'ai fait de la vulcanologie naïve, c'est-à-dire j'ai grimpé la colline quand ça s'est mis à faire des éruptions dans tous les sens, j'étais là, ah c'est beau, et donc je me rendais pas compte que ça brûle, de la lave en fusion, et donc le démon de la colline aux loups, c'est ça, c'est cette espèce d'explosion comme ça de lave. Moi, je suis au milieu et je raconte ça parce que je peux pas faire autrement que de raconter cette espèce d'explosion là, de la violence en fait, dans un texte qui est comme ça, avec ses maladresses mais c'est un texte relevant d'une explosion. Dans Le Chien des étoiles, il y a l'envie et l'échec de sauver des gens de la violence. Il y a l'envie de prendre des personnages qui sont marqués par la violence et de les emmener jusqu'aux étoiles, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et je veux dire, ça s'appelle Le Chien des étoiles parce que on peut être même juste, peut-être pas mieux qu'un chien, mais on a quand même le droit on a le droit à un bout de ciel, quoi. Et j'avais absolument envie que cette trajectoire, ce soit la plus belle et la plus poétique des ascensions. Et dans Mouette, en fait, je suis obligé de réaffronter quelque chose qui est quand même là et qui... en fait, j'ai besoin, je pense, moi, quand j'écris, de me rendre tolérable, un peu des choses que j'ai déjà dites, mais de me rendre tolérable ce monde, en fait, dans lequel on peut quand même voir autant de violence. Et donc, moi, je ne sais pas comment on fait pour... quand on a assisté à des histoires vraies, c'était jamais les miennes, mais c'est quand même, ça finit par devenir un peu les miennes, puisque je partage avec les gens concernés une humanité. On est quand même des gens différents, mais on est quand même des semblables par plein de façons. Et donc à partir du moment où toutes les histoires des gens étaient un peu les miennes par le fait qu'on est des semblables, et que peut-être on se doit une forme de solidarité, comment dire, de fondamentale, mais il fallait que je me que je me réconcilie avec ce monde qui est celui de la violence, et que je sois capable de me réconcilier avec mes semblables qui sont capables de cette violence-là. Et donc, la seule manière que j'avais de le faire, c'était d'écrire, d'essayer d'amener de la poésie dans des espaces impossibles. Et il me restait un espace absolument effrayant à aller affronter, c'est la tête même de celui qui la commet. Et donc, je fais ce geste radical qui est de m'enfermer dans la tête de quelqu'un qui est une personne violente. Et donc, c'est un huis clos qui est absolument éprouvant pour moi, mais qui me permet peut-être d'espérer y avoir laissé justement Bouloche, Petit Apollon, un gouffre et quelque chose qui sont pas, qui font que ça reste dans le champ de l'humanité, et donc ça préserve quelque chose pour moi. Et donc je pense que c'est en ça que ça clôt peut-être une étape, c'est d'être allé vraiment dans la plus grande radicalité, c'est-à-dire vraiment là où personne n'a envie d'aller. Et moi le premier, j'avais pas forcément envie d'y aller, mais il fallait que j'y aille pour ne pas laisser une forme de noirceur dans un coin de mon esprit. Voilà, ça fait un ogre en moins quelque part. T'es allé dans la zone. Ouais, exactement. Ouais. Merci Dimitri. Bon, non, mais avec plaisir. Merci à toi. Avez-vous des questions à poser à Dimitri
sur ce texte ou sur... J'ai la malchance ou la chance de ne pas avoir lu le roman. Du coup, je pose un regard un peu ingénu sur le texte, mais ce que j'ai pu entendre, cet échange, il paraît assez évident que autant les lieux que les personnages développent une portée symbolique assez forte, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce texte combien fondateur et patrimonial qui est la métamorphose de Kafka, avec ses personnages ô combien emblématiques, de Gregor Samsa, qui lui aussi bien sûr a subi une transformation animale et qui la manière que Lester que Lester porte en lui l'estima d'une culpabilité, ou en tout cas d'une oppression, avec cette pomme là fichée sur sa carapace. Alors je me demandais à quel point est-ce qu'il y avait des résonances possibles en lien avec une expérience personnelle ou pas, ou qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça en fait, il y a eu cette parenté a été évoquée dans quelques articles, je crois, et c'est vrai que ça m'a rappelé que c'est vrai que moi j'ai grandi en tant que petit lecteur dans un monde où en fait on trouvait des livres d'auteurs qui osaient des trucs assez dingues, et en fait je pense que la métamorphose ça fait partie de ces textes qui sont à la fois essentiels et dingues en fait. Mais je me rappelle avoir lu des contes de Maupassant terrifiants, d'avoir lu du Edgar Poe quand j'étais ado, et en fait c'était complètement invraisemblable en fait. Et, et je pense que ça m'a aidé dans ma construction petit à petit à considérer qu'il n'y avait pas de raison de s'empêcher de faire ce genre d'expérience radicale aussi dans l'écriture. Et je pense que la parenté, elle n'est pas dans le contenu, elle n'est pas dans le... ouais, je pense que c'est des auteurs, moi, qui m'ont fait grandir dans l'idée qu'on peut s'autoriser ça. Et en fait, cette liberté-là, je pense que c'est un cadeau absolu, en fait. Voilà. On n'est pas obligé... alors après, le problème, c'est qu'il faut que ça marche, mais enfin, il faut que ça fonctionne dans l'idée d'un texte. Mais en fait, on peut avoir cette liberté de considérer que la littérature, c'est l'outil absolu pour des expériences qui sont justement radicales. Et que c'est la seule manière de raconter certains espaces de notre personnalité, de notre histoire. Sinon, en fait, on raconte toujours les mêmes choses. Et en fait, on n'avance pas parce qu'on n'affronte pas non plus certaines choses. Et je ne dis pas qu'on est tous obligés d'aller se mettre le nez dans la noirceur tout le temps, mais on est quand même dans une période on voit bien, de tension absolue sur plein de questions, de rapports de domination, de violences sexuelles, etc. Et en même temps, on a tendance parfois à le constater sans que ça entraîne des changements peut-être radicaux. Et moi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avancer à ma manière sur ces sujets-là, en me confrontant justement à la radicalité du sujet, de ce que ça dit de nous, et de ce qu'on ne doit pas négliger, de ce qu'on est nous, justement. C'est-à-dire jamais différent des gens qu'on a envie de condamner, en fait. Et en même temps, parfaitement différent d'eux. Moi, je voudrais vous poser c'est pas une question, c'est une sensation que j'ai eue et que j'ai encore en vous écoutant tous les deux. J'avais lu les deux romans quand ils sont sortis, et j'ai lu Mouette, et puis après, j'ai acheté Faribole, et j'ai lu Faribole et Les Tournelles. Et voilà, moi je suis fasciné, et je vous remercie vraiment d'être là, c'est extraordinaire. Moi, je suis fasciné par votre écriture, sur le rapport entre violence et langage. Et en fait, après avoir lu Les Tournelles, je me suis dit, c'est amusant, enfin c'est amusant, c'est étonnant. Tous ces personnages, en particulier dans Les Tournelles, qui est d'une violence extrême, voilà, ils sont dans la violence peut-être parce qu'ils n'ont pas le langage, et on s'en rend bien compte dans les cours d'assises, ils n'arrivent pas à dire. Et je me suis demandé si en fait, dans Mouette, vous n'aviez pas réussi ce tour de force de nous mettre dans la position de ces gens violents et de nous condamner au silence. Ce que vous avez fait ce soir, vous ne pouvez pas parler. On ne peut pas parler de ce livre. Donc on peut
peut l'aborder, et quand ils sont au tribunal, ils essaient d'expliquer, mais ils ne trouvent pas les mots. Et là, il y a, dans la présentation d'aujourd'hui, il y a comme une contrainte qui est de ne pas parler de la dernière partie. Comme si on était bloqué et on n'arrivait pas à exprimer vraiment la réalité des choses. Le parallèle entre ritournelle, enfin le pont entre ritournelle et mouette. Moi, c'est un pont que j'ai fait, et peut-être que c'est bon. Non, mais je trouve ça même fascinant d'entendre ça, parce que je crois que c'est exactement ça. Je crois que ce qui m'était cher, c'est de considérer qu'il y a... Comment dire, ce serait tellement... ça marcherait pas de faire un livre un peu sentencieux pour essayer de ramener, d'essayer de faire comprendre pourquoi il y a de l'humanité dans tout ça, pourquoi est-ce que parfois il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il faut condamner, parce qu'il faut reconnaître des statuts de vie, enfin c'est pas la question, mais que quand on est beaucoup dans les audiences, il y a un moment donné où la question c'est plus celle-là, c'est au-delà de ça, c'est ce que ça raconte sans arrêt de nous, et moi j'ai été marqué par pendant le procès qui a inspiré le texte Ritournelle. Il y a un psychologue qui essaie d'expliquer ce que c'était que la psychopathie dont on parle tout le temps un peu, etc. Et il disait c'est simplement le moment où, chez des gens qui ont une construction qui a été déviée, dévoyée ou maltraitée, eh bien effectivement un geste va remplacer un mot. Et il expliquait que souvent le passage à l'acte, c'est dans des moments de forte tension intérieure, là où chez n'importe qui il y a un mot qui viendrait pour dire mais ça va pas, ou il y aurait une construction un peu intellectuelle. Il y a des gens qui par leur construction ne peuvent pas produire un mot, et ça produit un geste, ça produit un coup, ça produit des fois un déferlement de violence. C'est très rigolo, il y a un magistrat un jour qui a brandi Ritournelle en cour d'assises en disant mais cette affaire c'est ça. C'était l'histoire d'un couple qui ils invitent leur voisin à l'apéro, et l'histoire se termine, le voisin est passé au mixeur parce qu'il faut se débarrasser du corps. Ils l'ont complètement démembré, et c'était monsieur et madame tout le monde. C'est des gens qui n'avaient jamais commis de crime, qui n'avaient jamais rien eu à se reprocher, et qui, à un moment, basculent dans quelque chose de complètement atroce. Et c'est des gens, quand on les a au procès, ils sont assis, et effectivement, ils n'ont rien à dire. Et il y a quelque chose de récurrent dans mes textes, mes personnages, ils haussent les épaules tout le temps. Et j'ai compris pourquoi je revenais toujours à ces haussements d'épaule, mais parce que c'est vraiment le désarroi de gens qui sont complètement, presque dénués, dépourvus d'eux-mêmes. Enfin, ils sont toujours un peu à côté d'eux, et même quand ils se regardent, ils sont pas capables de mettre les mots. Et donc, pour raconter à un moment ce que c'est que la violence, il faut passer par une intériorité et pas par une extériorité. Et effectivement, cette contrainte du livre, à mon avis, c'est exactement ça. C'est le fait d'empêcher le lecteur de pouvoir se rassurer avec un point de vue surplombant, avec une extériorité qui explique, mais de passer par ce boyau, de passer par ce moment où on rampe. Et donc, c'est pour moi la seule manière d'expliquer ce que c'est qu'une conscience disloquée par le mal qu'elle a commis. Mais ça marche uniquement parce que j'ai pas l'intention de le faire. En même temps, ce qui est vraiment fort aussi, c'est qu'il y a une voix pour chaque personnage. J'avais lu aussi le démon de la colline au loup, et là c'était très fort. Et là, bon, que ce soit le monologue ou les quelques dialogues, chaque personnage existe très fort à travers le langage. Juste pour continuer un petit peu là-dessus. Mais la question, ce serait, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui relèverait de la rédemption? J'utilise à dessein le mot avec sa connotation religieuse, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans le baptême, dans l'eau, dans cette figure un peu mariale. Je pense que c'est quelque chose qui me travaille tout le temps, parce que c'est quand même très compliqué si on doit en rester au strict cercle de l'humanité. Il y a des moments, c'est vrai que s'il n'y a absolument pas d'absolu, s'il n'y a pas d'absolu, s'il n'y a pas de sacré, s'il n'y a rien, c'est extrêmement éprouvant. Et donc je pense qu'il y a toujours cette tentation de ramener Puis moi je suis marqué par un parcours un peu de mes études en philo sur plein de questions aussi qui sont liées à la question même de Dieu, posée de manière extrêmement philosophique et parfois religieuse, quand on lit justement les confessions de Saint Augustin qui apparaissent dans le démon de la colline au loup, sur
sur plein de choses comme ça, c'est des textes qui ont été vraiment marquants pour moi. Et évidemment, ça interroge cette partie de la nature humaine. Ouais. Est-ce qu'il y a un espace en dehors de ce qu'on fait là où on est tous lavés de ce qu'on est, quoi. Et j'ai pas de réponse. En fait, je pense que dans les textes, ça traverse et ça entraîne les textes, mais c'est pas à moi de donner une réponse, en fait, parce que je n'ai pas ni de certitude ni de réponse à donner. Mais effectivement, il y a beaucoup de clés de lecture, parce que finalement, on pourrait imaginer que Squeak, César et Lazy, ça fait une forme de trinité. On peut toujours aller chercher du symbole un peu partout. Après, est-ce que c'est des lectures qu'on peut faire? C'est pas quand j'écris, je pense pas à ces choses-là du tout. Vraiment, je laisse faire le texte et je laisse faire la logique du texte, parce que si j'interviens, je vais casser tout ça. C'est bizarre de dire ça si j'interviens, parce que c'est quand même moi qui écris, mais voilà, c'est... Mais ce qui est étonnant, c'est ce mouvement qu'il y a ou ce mouvement de créer que tu fais, qui est, on le retrouve dans l'acte de Duke, dans le démon de la colline au loup, quand il a besoin d'écrire pour borner un peu ce qui lui arrive. Et c'est la fin du chien aux étoiles, et la fresque de Gio qui est censée contenir aussi l'histoire. en gigogne un peu. C'est un mouvement qui est assez récurrent. Oui, parce que il faut quand même que j'ai des choses qui me stabilisent un peu dans l'écriture, parce que c'est vrai que c'est quand même parfaitement inconfortable d'avancer comme ça à ce point-là dans l'inconnu, en essayant d'éliminer au fur et à mesure de l'écriture l'envie de s'interroger sur est-ce que ça va faire un texte, est-ce que c'est un texte qui va trouver des lecteurs, est-ce que je vais être compris, est-ce que je vais pas me casser la figure, est-ce que ce sera pas 10 fois moins bien que le démon de la colline au loup. Il y a toutes ces questions qui par moments viennent aussi s'imposer, et pour moi l'idée c'est que c'est pas possible d'écrire en ayant à ce point-là peut-être l'envie inconsciente d'interroger les raisons de la domination. Depuis le début, en fait, je pense que j'ai besoin de comprendre ce qui fait pourquoi on gâche un peu toute innocence, pourquoi on n'est pas bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une relation qui marche vraiment parfaitement bien, pourquoi on finit toujours par s'engueuler, pourquoi on se fâche, pourquoi on se déteste, pourquoi on se veut du mal, etc. Enfin, pourquoi ça ne marche pas. C'est quand même assez bizarre. Enfin, je veux dire, on est une sorte de société animale, on fait des trucs assez chouettes, on va sur la Lune, on fait des trucs un peu sympas, et on n'est pas fichu de régler des problèmes relationnels extrêmement simples. Ça donne des choses, ça donne des guerres, ça donne des massacres, ça donne plein de choses. Et peut-être que j'ai cette pression un peu intérieure dans l'écriture que je ne peux pas, moi, interroger la domination si je suis moi-même dans un rapport de domination avec mon texte. Donc la seule façon pour moi d'être dans l'écriture, c'est de ne pas avoir envie d'être un auteur, enfin, c'est d'avoir vraiment envie juste d'être disponible pour accueillir ce qui vient. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, parce qu'au début, j'ai essayé de devenir un auteur, donc j'ai voulu écrire. Au début, j'étais content, et puis en fait, ça a fait des manuscrits qui étaient vraiment à chier. Et en fait, je suis obligé de respecter cette forme-là. C'est-à-dire, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'essaie de travailler, c'est-à-dire l'écriture comme une forme de disparition. C'est à la fois une très grande présence, parce qu'il faut une concentration et une disponibilité très forte, mais il faut en même temps que je sois derrière. Et notamment derrière les personnages. Et c'est pour ça peut-être que je leur laisse la possibilité d'exister de manière un peu intense, parce que je ne cherche pas à les contrôler, je cherche juste à les laisser être ce qu'ils sont, avant que moi je décide de ce qu'ils sont. Et peut-être que c'est aussi une manière de régler des problèmes de domination et de violence, c'est de considérer les autres pas comme on aimerait qu'ils soient, mais comme ils sont, simplement. Et si moi je fais pas ça avec mes personnages, je peux pas, en fait, je peux pas les accueillir suffisamment dans le texte, et donc ça marche pas. C'est une petite utopie personnelle sur le rapport à mes textes, je sais pas si elle se vérifie, mais j'aimerais bien. Je vous écoute, je dis le truc du bref. En même temps, il y a un truc de... Enfin, je sais pas, je trouve dans vos personnages, mais un peu dans la plupart de vos textes, moi, je trouve qu'il y a en même temps une dimension hyper politique
dans le parti pris. En fait, les personnages, ils sont jamais tout à fait ce qu'ils sont en soi. Ils sont toujours décrits à partir des actes qu'ils posent. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, c'est des successions d'actes. Et en fait, à plein de moments, il y a la possibilité de faire autre chose. Et il y a un espèce de rapport qui n'est pas du tout essentialisant. En fait, vous décrivez pas des monstres, vous décrivez des gens qui, alors, sont les deux pieds dans la vie qu'ils ont, et du coup, sont déterminés de plein de manières dans ce qu'ils font et tout ça. Mais en même temps, il y a, enfin, comment dire, c'est comme si jamais il aurait pu être possible que tout se passe autrement un peu à plein de moments, en fait. Et ça, il y a une forme de liberté là-dedans, mais qui est quasiment un rapport clinique, en fait, et c'est ce que vous racontez, là, cette expérience de radicalité-là, et qui, là, dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du langage, enfin, ça m'a fait aussi, enfin, j'en sais rien, je me demande dans quelle mesure est-ce que être chroniqueur judiciaire ou venir de là, et du coup, venir d'un endroit, enfin, depuis la scène judiciaire, enfin, la scène du tribunal, quoi, dans lequel, enfin, on explore alors des personnalités, ça, mais on explore aussi des faits. Enfin, je trouve que c'est une certaine manière de venir rencontrer ça. Et notamment, je me le disais, je sais plus, je lisais un texte de Pascal Robert Diard, là, qui est une chroniqueuse judiciaire aussi, et je me disais, tiens, il y a quelque chose en commun dans ce rapport à laisser les gens être ce qu'ils font, en tout cas parler à partir de ce qu'ils font. Enfin, il y a une espèce de parti pris comme ça. Alors, c'est n'a rien à voir, enfin, vos écritures, enfin, bon, enfin, en tout cas, il ne s'agit pas de la même chose, mais il y a quand même un truc un peu commun. Et du coup, c'est vraiment, il y a une dimension quand même politique dans le fait de laisser les gens être ce qu'ils font et pas ce que vous avez décidé qu'ils étaient auparavant ou quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve que ça, dans toute dans toute la dégueulasserie qui déborde comme ça du texte, dans tout ce qui est l'humanité à la plus sale, en fait, il y a tout le temps la possibilité d'autre chose. Et ça, c'est quand même un peu, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. C'est un peu le drame du démon de la colline au loup, du personnage de Duke, qui à la fois passe son temps à se dire qu'il est obligé d'admettre qu'en gros, d'un côté, sans doute tout était écrit d'avance, et qu'en même temps, dans tout ça, il avait quand même des choix à faire, et qu'il ne peut pas extraire du tableau une forme de liberté, et qu'il y a des moments où il avait quand même des choix à faire. Et c'est vrai que je pense que ça, là-dessus, l'expérience de la chronique judiciaire, elle est très forte, parce qu'on voit sans arrêt des gens qui ont conscience de ça, qui disent mais pourquoi j'ai merdé, pourquoi j'ai pas fait le bon choix, et il n'y a jamais d'explication à ça, mais il y avait quand même un choix à faire. Et c'est là qu'on pourrait arriver dans ce discours politique, qui est que s'il y a une chose que la société doit permettre aux gens, c'est de leur donner les conditions de pouvoir faire des choix, tout simplement. Et en fait, il y a des gens, c'est ça qui est désespérant, c'est qu'on leur vole la possibilité de faire les bons choix, quand même, un peu. Et c'est terrifiant, parce qu'on voit des gens qui... C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent tout le temps. Parce que... et en même temps, ce qui est une des phrases qui m'avait extrêmement marqué aussi dans mon parcours de chroniqueur débutant, c'est un échange entre un magistrat, un président d'audience et un prévenu, et qui lui disait « Mais monsieur, vous n'êtes pas mauvais, vous avez commis quelque chose de mal. » Et en fait, ce petit décalage entre l'être et le faire, il est immense, en fait. Parce qu'entre les deux, il y a ce fameux gouffre dans lequel moi je plonge pour écrire un peu. Et c'est vrai que ce rapport à l'acte, ce rapport à est-ce que je suis ce que je fais, il y a un moment où dans le domaine criminel, évidemment, on finit par devenir un peu... et le travail parfois de la rédemption ou c'est de réussir à faire en sorte que l'identité ne soit pas complètement avalée par l'acte. Et qu'on puisse rester parfois plus grand que ce qu'on fait. Parce que sinon, on est détruit, en fait. Olivia, tu avais envie de dire quelque chose? C'était par rapport à votre parcours. Parce que j'ai lu Le démon de la colline au loup. C'est un livre qui m'a tellement marqué et que j'ai tellement aimé. Mais je ne vous connaissais pas. Et du coup, par rapport à l'inconnu dans l'écriture, ce désir d'écrire, il vous habite depuis longtemps ou il vous a surpris vous-même? En fait, il y a eu deux choses. C'est que je pense que quand j'y réfléchis, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis petit, je pense que depuis que je sais écrire, j'écris. Donc j'ai toujours écrit. Petit, j'écrivais du théâtre, des choses, j'écris beaucoup de poésie. Enfin, donc j'ai toujours écrit, mais en même temps, j'aimais pas trop ça. Et il y a un texte qui a éclairé ça pour moi qui est génial. C'est un auteur catalan qui s'appelle Vila-Matas, qui a écrit un livre qui s'appelle Bartleby et compagnie. Et en fait, il met en scène un personnage qui va à la rencontre de ce qu'il appelle les écrivains de la négativité, c'est-à-dire tous ces auteurs qui ont écrit tout en détestant écrire. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, il parle beaucoup de Melville, il parle de plein d'autres auteurs qui, comme ça,
Et ça a été un livre hyper important, moi, dans ma construction mentale, parce que ça a expliqué pourquoi à la fois je le faisais tout le temps, sans vraiment en me disant, mais vraiment, ça me fatigue, quoi. Et le journalisme, ça a été pour moi une découverte de l'écriture qui était parfaite, parce que c'est l'espace du temps court et de la densité. Et on écrit, on essaie d'être extrêmement juste, en peu de mots, et après on peut faire autre chose. Et donc je trouvais ça génial. Et donc moi, pendant des années, l'idée même du roman, c'était impossible. C'est-à-dire qu'au bout de déjà 10 pages, j'ai essayé, hein. Et au bout de 10 pages, je me faisais suer, vraiment, je m'ennuyais, je me disais c'est nul. Et je ne comprenais pas, et quelque part j'aurais eu envie un peu peut-être de réussir, mais je ne comprenais pas comment il fallait faire. Et ce qui s'est passé, c'est le démon de la colline loup. Et ce qui s'est passé, c'est une écriture que je n'avais pas prévue, que je ne comprenais pas moi-même pourquoi j'écrivais comme ça soudainement quand j'ai commencé ce texte. C'était à la fois hyper naturel, hyper évident, et en même temps, ça ressemblait absolument pas à ce que j'écrivais tous les jours. Et pourtant, j'avais vraiment, moi, mon écriture de la maîtrise, c'était le journalisme, c'est-à-dire, là, c'était une écriture qui est dédiée à l'information, etc. Donc, il fallait qu'elle soit à la fois agréable, structurée, etc. Donc, et pouf, il y a eu ce canal bis qui est arrivé comme ça. Et donc, en fait, ça a été tellement sidérant et tellement imposant pour moi que ça m'a immédiatement replacé dans ce rapport à l'écriture. C'est-à-dire l'impression que cette écriture, elle est plus grande que moi. Et donc, je ne peux pas complètement m'en prévaloir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout ce que vous avez entendu, toutes ces paroles, bah, bien sûr. Il y a beaucoup de paroles dans un palais de justice. C'est à la fois un lieu de... Bah oui. Et s'en sortir. En fait, ce que j'ai dit parfois, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est que c'est pas les mots qui sont marquants, c'est les silences. Et moi, je pense que je commence à écrire parce que je ne supporte plus ces silences. Le silence, justement, de ces gens qui sont face à eux-mêmes, à qui on demande, les fameux deux accusés, mais pourquoi vous avez découpé votre voisin? Mais personne ne peut répondre à cette question-là. Personne ne se dit, en fait, c'est très simple, je vais vous expliquer. Non, ça n'existe pas. Et en fait, ce désarroi, mais c'est le désarroi qui va aussi de... Parce que c'est complexe à dire, parce que comment dire, la notion de victime, on comprend la souffrance, en fait, de quelqu'un qui a subi quelque chose. C'est plus lisible pour nous, parce qu'on peut se projeter un peu, même si avec les années, peut-être au tribunal, on se projette différemment et de manière beaucoup plus complexe avec le temps sur ce champ-là. Mais ce qui finit par devenir marquant, c'est pas qu'on a de l'affection du tout, mais c'est le désarroi et la solitude de ceux qui doivent faire face à quelque chose qu'ils ont commis et dont on ne revient pas. On peut pas faire comme si c'est impossible. Et il y a des gens pour qui c'est pas des grands crimes, hein. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui s'occupait de sa mère qui avait Alzheimer. Il était tout seul à s'occuper de sa maman et elle était extrêmement dure parce que la maladie, voilà, c'est pas une maladie vraiment rigolote. Et un jour, il est pris d'un geste de colère et il attrape sa mère et il l'attrape par le col comme ça, puis il la secoue en disant mais t'arrêtes, etc. Et sa mère va porter plainte contre lui pour violence. Et il est condamné pour violence. Et c'est un monsieur qui s'en est jamais remis. Et il a été condamné à rien, hein. Il a eu 400 € d'amende parce qu'il a reconnu qu'il avait effectivement secoué sa mère. Et c'était un procès qui était très émouvant parce qu'il posait la question de l'aide, de la maladie, de la solitude, de tous ces gens qui s'occupent d'un parent âgé, malade, etc. C'est une vraie question de société, hein, de quelque chose non plus, là, qu'on ne veut pas trop regarder, pas trop voir, et on laisse plein de gens dans une solitude totale. Et ce monsieur, en plus de cette solitude, il a dû affronter le fait qu'il a commis des violences. Et en fait, il s'en est pas remis, ce monsieur, de ça. Et c'est pas un grand criminel, c'est même pas un criminel du tout. Mais cette sensation de stupeur et ce petit déracinement-là, c'est quelque chose, moi, qui me frappe parfois. Et l'incapacité des gens à expliquer, alors là, on parle de quelque chose de pas grave, mais en fait, moi, quand j'ai commencé la chronique judiciaire, je voulais que les gens, ils expliquent tout. Je voulais que les gens, ils expliquent pourquoi, effectivement, ils ont battu quelqu'un à mort, pourquoi ils ont violé quelqu'un. Je voulais qu'il y ait des explications. Et parce que s'il y a des explications, finalement, on s'en sort bien. Si on peut comprendre, on peut résoudre le problème. Et il y a un moment où on fait face nous-mêmes à quelque chose qui est difficile à admettre, c'est qu'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas d'explication. On ne peut rien faire d'un silence, en fait. Et donc moi, je pense que j'écris parce que je ne supporte pas ce silence et je prends le risque de mettre
les mots que j'aimerais entendre. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive dans l'écriture, c'est parce qu'il faut des mots, sinon c'est insupportable. Alors, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que c'est juste de le faire? Est-ce que c'est pas les mots des gens, etc. C'est pas grave. Là, pour le coup, il faut que je le fasse, je pense. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Super. On aimerait que ça continue, mais leur tourne. Mais leur tourne. Et merci beaucoup, Dimitri. Avec plaisir. Je vous propose, si vous le souhaitez, de partager un verre, d'acheter les livres de Dimitri si vous le souhaitez. Si tu es d'accord pour faire quelques dédicaces. Avec plaisir. Il va falloir que je t'emprunte un stylo. Oui, je dois trouver ça. Merci. Ça va, on a...